Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. Est-ce que tu es prête, Rose? Oui. Oui. Est-ce que tu as ta lampe frontale? Oui. Oui, c'est bon. Est-ce que tu as ton stylo et ton carnet? Non. Alors, il va falloir que tu t'équipes. Oui. Est-ce que tu as hâte de voir les chauves-souris sortir de cette grotte? Et là, ça fait partie d'un gîte majeur dans le Vercors. Donc, il est compté chaque année à l'automne et au printemps. Et là, nous faisons le comptage de printemps. C'est important, une fois que les chauves-souris se mettent à sortir, de murmurer pour limiter le dérangement le plus possible. La plupart des chauves-souris commencent à sortir là. C'est quand même merveilleux d'avoir les détecteurs à ultrasons. Je vois sur le détecteur qu'il y a un ménioptère. Tu sens que ça, tu vois que ça fait des très grandes barres verticales. Ça veut dire que le signal est très fort. Donc l'animal, la chauve-souris est très proche. Et ensuite on lève la tête et hop, on voit la chauve-souris sortir. Nous avons détecté un petit rhinolophe et 61 ménioptères de Schreibers. Il est juste 20 heures. Et ça y est, elles sont toutes parties chasser. Et ensuite, elles reviendront toutes à leur gîte, dans celui-ci ou dans un autre. Bonne nuit, jolie chauve-souris. Ophélie Plancard est fascinée par ces créatures nocturnes et elle voudrait bien transmettre sa passion à sa fille qui a 8 ans. Ophélie est chiroptérologue, une spécialiste des chauves-souris. Voilà qui n'est pas si courant. Mais avant d'en arriver là, cette jeune chercheuse a suivi un chemin chaotique qui l'a éloignée de ses petits chiroptères. Mais on n'échappe pas à son destin. Et de la baleine à bosse de 30 tonnes au rhinolophe de 30 grammes, il n'y a pas tant d'écart. Il suffit de trouver sa voie et de l'écouter. Et d'y consacrer sa vie, pourquoi pas. Oula, c'est un... Ah, bah d'accord, c'est pour ça qu'elle est super bonne, tellement celle-là. facilement les oranges en ce moment. C'est la fin de la saison. Ce que j'aime depuis la fenêtre de ma maison, depuis cette fenêtre, c'est la sérénité du paysage. Je vois le Vercors au loin, et je vois cette vie sauvage, cette tranquillité, et je m'y sens bien. Et en plus, quand je me lève le matin et que j'ouvre cette porte-fenêtre, je vois le soleil qui se lève au-dessus de l'Aubiou et du Châtel, avec la lumière si particulière du Trièves, c'est vraiment beau. Et là, qu'est-ce que c'est cet oiseau? Il y a un pinson des arbres près du lilas qui est en fleurs. Oh, c'est beau! T'avais vu, Rose, que le lilas était en fleurs? On pourra aller en couper un petit peu pour faire un joli bouquet. Oui, quand je dis aux gens que je suis chiroptérologue, les gens me regardent avec des grands yeux. J'ai l'impression d'avoir inventé un mot. C'est très drôle. Et parfois, on m'a appelé Batwoman. C'est rigolo. Ça m'amuse. Pourquoi pas? C'est un petit peu
héros, des héroïnes qui vont aller sauver les chauves-souris. C'est un peu ça, en fait, hein, notre métier. Moi, je les trouve juste incroyablement fascinantes et merveilleuses. Mais en fait, je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Quelle émotion je ressens quand je les vois. De l'admiration, je pense. Mais je pense qu'elles sont tellement petites. Elles mesurent quelques centimètres, 5 centimètres de longueur, en fait, de corps. Mais elles sont capables de voler à 60 km/h, par exemple. Elles ont des capacités qui sont uniques. Ce sont les seuls mammifères volants au monde. Et je pense aussi que le fait que peu de gens les connaissent me donne l'impression, à chaque fois que je parle des chauves-souris, de raconter des histoires. Quand j'étais enfant, je vivais dans le nord de la France, entre Lille et Dunkerque, dans le plat pays des Flandres. J'étais une enfant sage, d'après ma mère. J'étais la première de la classe, donc a priori, je répondais à tous les critères. Mais au fond de moi, je sentais bien qu'il y avait un attrait pour tout ce qui était sauvage. Et je pense que peut-être, d'ailleurs, c'était un moyen de me libérer intérieurement. Parce que justement, tout ce que je faisais à l'école ou à la maison pour répondre à ce qu'on me demandait, en fait, ça me bridait en quelque sorte. Et voilà, tout était prétexte pour aller dehors, quand mon père taillait les haies, quand ma mère faisait le potager. J'ai toujours adoré passer du temps dehors. On allait très souvent en montagne en vacances, en été. Et mon père avait toujours une paire de jumelles dans le sac à dos. Et dès qu'on voyait une marmotte ou un chamois ou un rapace, on sortait les jumelles et on regardait ce que c'était. Et oui, je me souviens que très souvent, quand on voyait un rapace dans le ciel en montagne, mon père disait que c'était un aigle royal. Alors je le croyais, parce que je n'en savais pas plus. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a pas que des aigles royaux dans les Alpes. Mais, mais voilà, en tout cas, il m'enseignait ce qu'il pouvait, et c'était chouette. Et voilà, j'avais en moi l'esprit chasseur-cueilleur, peut-être. Mais il n'y a pas un moment en particulier où j'ai décidé que je travaillerais là-dedans, en fait. J'ai grandi là-dedans, et c'est en moi depuis toujours. Quand j'étais au lycée, on m'a demandé ce que je voulais faire après. J'étais vraiment très attirée au fond de moi par l'écologie, et donc j'ai décidé de partir dans cette voie. Mais les conseillers d'orientation et mon père, notamment, m'ont dit que j'avais les capacités de faire une prépa et m'ont encouragée à partir dans cette voie-là. Donc j'ai fait ma prépa, une prépa bio, et je suis donc partie à Clermont-Ferrand. Voilà, donc je suis arrivée en école d'ingénieur en agroalimentaire. Mais en fait, moi, ça m'intéressait pas du tout de savoir comment faire pour obtenir plus de lait d'une vache, comment optimiser son système d'exploitation pour avoir une meilleure production dans ses cultures, et quels pesticides ou quels herbicides utiliser pour bien faire pousser les grandes céréales. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait pas, et d'ailleurs je n'allais pas aux cours de production végétale parce que ça m'énervait, vraiment ça m'insupportait, vraiment. D'aller à des cours pour apprendre quels produits chimiques il fallait que je mette dans les champs. Pour moi qui ai toujours été proche de la nature, c'était assez insupportable. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi je suis là ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ? Et puis, la vie est bien faite. Quand il faut que les choses arrivent, elles arrivent. Ou en tout cas, quand on a vraiment envie au fond de nous de faire quelque chose, eh bien, la vie nous le rappelle régulièrement. Et je me souviens de cette fois où j'ai lu dans le magazine de ma mère 2 pages sur une femme, Emmanuelle Groneman, qui faisait une thèse en Indonésie sur les orang-outans. Et j'ai lu ces 2 pages dans le magazine et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'adore. En fait, toutes les lignes me faisaient trembler, me faisaient vibrer.
Et en plus, c'était une femme. Et pour moi, c'était ça. C'était la révélation. Donc, j'ai écrit au magazine un courrier en leur demandant s'ils pouvaient transmettre ce courrier à Emmanuelle Grundmann pour lui demander comment elle était arrivée là. Et en fait, elle a été formidable. Elle m'a répondu. Et c'était pour moi un moment clé de ma carrière, je pense. Elle m'a encouragée, elle m'a dit que quand on avait vraiment la passion pour quelque chose, la motivation, et que ça se voyait sur un CV, et aussi dans la manière de parler, et bien en fait, on pouvait arriver à tout dans la vie. Et donc voilà, elle m'a confirmé que c'était bon, que c'était possible. Donc ma 3e année, plutôt que de la faire enfermer dans des amphithéâtres, eh bien, je l'ai faite à l'université Laval à Québec, au Canada, dans un pays de grands espaces. Et j'avais l'impression enfin de pouvoir être moi-même. Et d'ailleurs, c'est fou, mais je suis allée faire aussi des stages en Australie et Nouvelle-Zélande, aussi à l'autre bout du monde, mais il n'empêche que j'avais vraiment besoin de ça, de prendre cette distance, de prendre cette liberté. Alors en Australie, j'étais assistante d'un étudiant en thèse qui travaillait sur les baleines à bosse. Il faisait de la photo-identification des baleines, c'est-à-dire qu'il suivait la migration des baleines et il les photographiait et il les identifiait grâce aux taches qu'elles ont sur le corps. Et je me souviens d'un 1er septembre, c'était en 2005, mais franchement je me souviendrai aussi éternellement de cette journée exceptionnelle. On s'est posé pour prendre en photo les baleines qui étaient à une certaine distance, parce qu'on a une certaine distance à respecter pour ne pas les déranger. Et en fait, 3 baleines sont venues à nous. Et elles étaient juste à côté de notre petit bateau de 6 mètres de long. Elles étaient absolument immenses. Et, certaines passaient sous le bateau. Une autre, je me souviens, pointait sa tête. En fait, elle était à la verticale devant le bateau. Et elle sortait. Mais on voyait son corps si grand, si immense, qui s'enfonçait dans les profondeurs de l'eau. C'était absolument énormissime. C'était tellement impressionnant. C'était la première fois que je voyais un animal aussi grand. Et à côté de ça, on avait 1 ou 2 baleines à bosse juste à côté du bateau qui tapaient sa nageoire latérale sur la surface de l'eau. Elle jouait en fait, mais elle jouait à côté de nous. Et c'était un spectacle exceptionnel auquel j'ai assisté. C'était juste magique. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis sentie petite. Tellement ces animaux sont immenses par rapport à nous. Et en même temps, je me sens petite parce que je sais que ma vie m'est importante, mais qu'en fait, on n'est pas grand-chose chacun par rapport à tout ce qui vit dans l'univers. Et du coup, je me sentais extrêmement privilégiée et chanceuse d'être là face à cette immensité de l'univers. Et en plus, j'étais dans un espace ouvert à 360 degrés puisque j'étais au milieu de l'océan. On ne voyait même pas forcément la côte encore. Donc vraiment, j'étais comme un élément minuscule dans une nature exceptionnelle et extraordinaire. Ah, j'avais envie de rester là éternellement. C'était un moment... C'était un cadeau de la vie, un cadeau de ces animaux. C'était une communication, une connexion avec ces êtres vivants qui était magique. Je pense que c'est le seul mot qui me vient là, c'est magique.
J'avais le sourire aux lèvres qui arrivait jusqu'aux yeux presque. et je serais restée là éternellement. Mais après, on a décidé de quitter cet endroit, de les laisser, parce qu'il fallait qu'on aille trouver d'autres baleines. En fait, j'aime ça, me sentir fragile, je crois, au sein de cette nature. Et sentir que je suis vivante parce que je sens que je suis fragile. Quand on est dans le confort de tous les jours, quand on est dans une maison entourée de 4 murs, en fait, moi, je me sens enfermée. Et je ne me sens pas vivante parce que tout est facile. Mais sortir, aller vivre au contact de la nature qui parfois peut paraître hostile, quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, en fait, je me sens vivante. Eh bien, il y a quelque chose de marrant, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, j'y allais pour faire un stage sur les chauves-souris. Et que ce stage a finalement été annulé, faute de matériel nécessaire. Donc j'ai travaillé sur autre chose en Nouvelle-Zélande. Mais finalement, c'est comme si j'étais destinée à travailler sur les chauves-souris, puisque je me retrouve maintenant à travailler sur ces animaux-là, comme si j'étais faite pour ça. Et quand je suis revenue en France, j'ai travaillé pour le groupe Chiroptère de Provence, qui m'a recrutée, qui m'a formée à la chiroptérologie. Je n'avais aucune connaissance, mais mon parcours international, scientifique leur plaisait beaucoup. Et donc, ils m'ont formée à l'acoustique, à l'identification visuelle. Et en fait, ça a été une deuxième révélation, les chauves-souris. C'est un monde incroyable, un monde fascinant. Tant les gens ne connaissent pas ce monde-là. Et j'avais l'impression de découvrir une nouvelle facette de notre monde et de cette biodiversité qui m'entourait. Alors les chauves-souris sont appelés aussi chiroptères. Chiro, c'est la main, et ptère, c'est les ailes. Donc que veut dire chiroptère en grec? Ça veut dire qui vole avec ses mains. Les chauves-souris, en fait, ont à peu près le même squelette que nous, puisque ce sont des mammifères, sauf qu'elles ont des doigts absolument immenses par rapport aux nôtres, en tout cas en proportion. Et du coup, comme nous, elles peuvent bouger un doigt à la fois, et c'est ce qui leur confère une dextérité incroyable pour voler. En fait, elles peuvent se retourner sur place, ce que ne peuvent pas faire par exemple les oiseaux. Elles ont une capacité à voler qui est absolument incroyable et qui est vraiment unique. On vit en France avec 36 espèces de chauves-souris différentes et que je ne le savais pas, par exemple. Elles vivent discrètement, de nuit. On a l'impression qu'il existe une espèce de chauve-souris, peut-être. Mais non. Et j'ai découvert un monde incroyable. Un monde de chauves-souris qui existe depuis 50 millions d'années, qui ont développé l'écolocation pour pouvoir se déplacer de nuit. En plus, et c'est quand même exceptionnel, et je le dis en tant que femme et que mère, c'est quand même incroyable, elles mettent bas vers le haut, les chauves-souris. Alors, il y a plein d'espèces formidables en France. Les oreillards, par exemple, on a 3 espèces d'oreillards qui ont des très grandes oreilles. Elles sont démesurées, ces oreilles. Et c'est joli à voir. Les oreillards mangent des papillons de nuit. Donc, quand on est dans une grotte et qu'on voit des ailes de papillons de nuit, ça veut dire souvent qu'il y a des oreillards qui gîtent à cet endroit-là. Et puis, il y a quand même une autre espèce que j'aime beaucoup. Le grand rhinolophe, ils sont assez exceptionnels eux aussi parce qu'ils ont des grosses oreilles. Ils ont un museau en forme de fer à cheval. Et en fait, contrairement aux autres espèces, ces chauves-souris-là envoient leurs signaux d'écolocation avec leur nez. Alors que les autres chauves-souris envoient les signaux avec leur bouche. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'une chauve-souris qui vole, la plupart du temps, on la voit la bouche ouverte avec les petites dents pointues, parce qu'en fait, les chauves-souris émettent en permanence des signaux pour pouvoir se repérer dans l'espace. Elles envoient un son, et en fonction du temps que met l'écho pour leur revenir, eh bien, elles savent à quelle distance est l'obstacle. Et elles peuvent identifier de cette manière des tout petits insectes. Mais
C'est pour ça que quand on voit des chauves-souris en photo, parfois elles ont la bouche ouverte. On a l'impression qu'elles sont agressives, qu'elles ouvrent la bouche, elles sont dangereuses. En fait, non, pas du tout. C'est simplement un moyen pour elles de se repérer dans l'espace. Mais ce sont des chauves-souris qui sont assez particulières parce qu'elles s'accrochent de leurs 2 petites pattes. Et en fait, elles se laissent pendre comme une petite poire au plafond. Et du coup, ce sont des chauves-souris qu'on voit souvent dans les grottes ou qu'on va voir dans les caves ou dans les greniers. Et en fait, ce sont des chauves-souris qui sont particulièrement sensibles aux dérangements, particulièrement sensibles aussi à la pollution environnementale, mais en plus qui sont incroyables parce qu'elles reflètent véritablement la qualité de l'environnement. Eh bien, le grand rhinolophe, moi je l'ai beaucoup observé, notamment au-dessus des routes. J'ai participé avec le groupe Chiroptère de Provence à une étude sur l'impact des collisions routières sur les espèces de chauves-souris. Et en fait, on faisait de l'observation de nuit, et on avait une caméra thermique pour visualiser la trajectoire que prenaient les chauves-souris pour passer au-dessus des routes. Eh bien, figurez-vous que ces chauves-souris-là traversent les routes au maximum à 2 mètres de haut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles émettent des sons d'une certaine fréquence qui est assez haute. Et en fait, les hautes fréquences, c'est quand on parle dans les aigus, en fait, les hautes fréquences ne se transmettent pas loin. Donc, en fait, elles ont besoin d'être toujours proches de la végétation ou des structures, en fait, du paysage. Et quand elles traversent une route, le seul repère visuel qu'elles peuvent avoir au-dessus de cette route, c'est le béton, le goudron. Et donc, elles vont se rapprocher du goudron. Elles doivent être à moins de 2 mètres du goudron pour se repérer. Donc, ça crée beaucoup de collisions routières. Et ça, c'est un autre problème pour les chauves-souris. On a l'impression qu'elles peuvent voler où elles veulent, parce qu'elles peuvent voler et a priori, elles sont libres. En fait, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, de nuit, on peut ralentir pour contribuer à la protection des chauves-souris. Le grand rhinolophe vit donc en grande colonie en été comme la plupart des chauves-souris. Et donc il y a des maternités de femelles. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que le grand rhinolophe vit en cohabitation avec une autre espèce qui s'appelle le murin à oreilles échancrées. Et que il existe des nourrices, des nounous au sein même de la colonie qui vont prendre soin des petites chauves-souris, des jeunes chauves-souris, quand les mamans vont chasser. Et ça, je trouve ça incroyable parce que on n'a pas l'impression, mais les chauves-souris communiquent énormément entre elles. La journée, eh bien, elles vont se nettoyer, elles vont s'occuper de leurs petits, elles vont papoter. Vraiment parce qu'elles utilisent des sons que nous entendons quand elles communiquent. Donc, on a bien la preuve qu'elles communiquent. Mais donc, en fait, il y a une vie sociale à l'intérieur de la colonie qui est absolument incroyable, en fait. De la même façon, elles vont, par exemple, sortir parfois en petits groupes, par 2 ou 3, et en fait, elles se suivent. Sur une certaine distance, elles vont voler ensemble. Ça, on suppose, enfin moi j'imagine ça comme 2 copines, ou je sais pas, pas 2 sœurs, si, ça peut être aussi des frères et sœurs, mais ça peut être, je sais pas, des copains, des copines qui décident d'aller chasser au même moment. Allez, viens, on va aller dans telle prairie aujourd'hui pour aller chasser tels insectes. Mais oui, elles ont une vie sociale très élaborée. C'est pas facile de voir les chauves-souris. Souvent on les voit quand il fait nuit, du coup on les voit pas très bien. Et du coup, c'est aussi ce qui fait qu'on en a peur, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi elles ressemblent. Mais quand on a la chance d'en voir, en train de voler, en général, là, elles sont libres, donc il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est quand elles sont dans leur gîte. Donc elles peuvent être sous un bardage, elles peuvent être dans une grotte, ou elles peuvent être dans un trou d'arbre, par exemple. Le conseil premier à donner, c'est d'être le plus discret possible, et de les laisser vivre là où elles sont, si ça ne dérange pas. Les chauves-souris ne sont pas des rongeurs, ce sont des animaux qui ne vont donc pas détériorer l'endroit où elles vivent. Donc par exemple, si elles vivent dans un grenier, elles vont occuper le volume, elles vont certes faire des petites crottes qu'on appelle du guano,
qui est par ailleurs un super engrais qu'on peut récupérer pour mettre dans les plantes. C'est merveilleux et tellement puissant d'ailleurs qu'il faut le diluer. Mais en tout cas, elles ne détruisent pas, elles ne rongent pas, elles ne vont pas abîmer l'espace. Et puis si jamais on a la chance de rencontrer des chauves-souris par exemple sous terre, eh bien en hibernation, il faut savoir qu'il y a un enjeu important parce que en hiver, les chauves-souris diminuent leur température corporelle à la température de la grotte pour avoir des dépenses énergétiques quasiment nulles. Elles ont le rythme cardiaque quasiment nul et cela leur permet de garder leur énergie pendant tout l'hiver. Si toutefois on arrive avec notre chaleur corporelle, on va les réchauffer. Elles vont donc réchauffer leur corps jusqu'à une température naturelle de 40 degrés. Et donc ça leur demande une énergie qu'elles auraient dû normalement garder pour atteindre la fin de l'hiver. Et donc s'il y a des réveils répétés pendant l'hiver, parce qu'il y a beaucoup de perturbations, eh bien les chauves-souris ne pourront pas avoir assez d'énergie pour tenir l'hiver, et donc elles vont mourir. Donc si jamais on visite des sites souterrains ou même des caves en hiver, là où les chauves-souris sont en hibernation, il est très important de les laisser tranquilles encore plus que le reste de l'année. Mais il y a un autre moment qui a été un peu traumatisant, c'était une maternité de chauves-souris, parce que les chauves-souris se rassemblent, les femelles en fait se rassemblent en grands groupes en été pour mettre bas, elles ont un jeune par an. Et donc les femelles se rassemblent de manière à ce que les petits qui naissent sans poils, comme tous les mammifères, eh bien, puissent se réchauffer les uns contre les autres quand les mères partent la nuit pour aller chasser. Et dans cette maternité, on est entré. Et en fait, c'était un couloir assez étroit, d'à peu près 70 cm de large, et pas très haut. Au départ, il devait faire peut-être 2,50 m de haut. Et on entre là, et on voit plein de cadavres de chauves-souris, ou de jeunes chauves-souris. C'était tous des juvéniles, tous des jeunes, avec juste quelques poils, qui gisaient littéralement sur les bords de cette entrée. Et bien là, on a trouvé à peu près 1 millier de jeunes chauves-souris, tous les jeunes de l'année qui étaient agonisants. Certains étaient les uns sur les autres, on les voyait qui essayaient de se réchauffer ou qui essayaient de s'aider dans cette épreuve qu'ils vivaient. Et on les voyait tout minuscules, ils devaient avoir quelques jours, mais ils étaient déjà mourants ou morts. Et c'était très éprouvant parce qu'en fait, c'est un endroit en Australie. C'est dans le sud de l'Australie, dans le Victoria, où il n'y a qu'une seule maternité connue pour cette espèce-là de minioptère. Et il y a à peu près 8000 femelles qui viennent mettre bas l'été à cet endroit-là. Et donc là, on avait au moins 1000 juvéniles qui mouraient. Donc on avait une grosse partie de la reproduction de l'année qui était perdue. Et on a su après que des jeunes avaient mis des mots sur Facebook informant qu'ils avaient trouvé une merveilleuse cavité souterraine, qui plus est était proche de la route, donc facilement accessible. Et donc il y avait eu une intrusion, en tout cas un passage d'humains qui avait perturbé très fortement. On ne sait pas ce qui s'est passé précisément, mais peut-être qu'ils ont fait du feu à l'intérieur, que les femelles sont parties, que les petits sont tombés au sol et qu'ils ont essayé de grimper sur les bords de la paroi. Mais en fait, ils étaient tellement bas que les femelles n'ont pas été en mesure de venir les chercher. Et donc, ils sont tous morts, quoi. Donc ça, c'était assez traumatisant. Et on se dit quand même, c'est vrai que la sensibilisation et l'information jouent un rôle très important dans la protection de ces espèces-là, qui elles-mêmes jouent un très grand rôle dans les écosystèmes. Et voilà, on se dit quand même qu'une ou deux personnes suffisent à détruire la reproduction de l'année pour une région aussi grande que la France. Je
pense qu'en fait, la plupart des gens qui détruisent la biodiversité détruisent par méconnaissance. Et surtout dans le cas des chauves-souris, parce que ce sont des animaux qui sont très peu connus, qui font face à des légendes très marquées. Et voilà, quand on ne connaît pas, on en a peur en fait. C'est logique. Moi, je me souviens d'une dame qui m'avait dit qu'elle avait des chauves-souris dans un trou de sa toiture. Et en fait, comme ça la dérangeait que les chauves-souris soient là, elle les avait chassées avec un manche à balai. Donc elle a pris le manche à balai, elle a fait tomber les chauves-souris, ensuite elle a ramassé les chauves-souris, ce que je ne conseille pas de faire d'ailleurs sans gants. Hein. Si on trouve des chauves-souris et qu'on a besoin de les déplacer, on prend toujours des gants au cas où il y aurait un risque de rage. Et ensuite, en tout cas, elle est allée les mettre dans la haie. Mais la réalité, c'est que des chauves-souris qui vivent dans des interstices d'une toiture auront besoin d'être derrière un bardage, auront besoin d'être sous une écorce décollée d'un arbre, mais n'iront pas simplement se poser comme un oiseau le ferait dans une haie. Donc ces chauves-souris-là sont certainement revenues le même jour, au même endroit, dans sa toiture. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait après, mais en tout cas, le problème n'était pas résolu. Ce qui est fou, c'est que ça fait 14 ans maintenant que je travaille sur les chauves-souris et qu'il y a quelques années, on voit des chauves-souris dans le ciel, on discute des chauves-souris. J'étais avec une amie chiroptérologue et ma mère discute avec nous des chauves-souris et puis elle me dit de toute façon les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux. Alors je lui dis maman, c'est-à-dire que là ça fait un peu de temps que je travaille sur les chauves-souris et je te l'ai déjà dit, les chauves-souris ne s'accrochent pas dans les cheveux. Elle me dit mais si, elles s'accrochent dans les cheveux, bien sûr, on me l'a toujours dit. Mais maman, ce sont des légendes, ça fait partie des fameuses légendes que subissent les chauves-souris. Et elle me tenait tête et elle me disait que les chauves-souris s'accrochaient dans les cheveux. Et vraiment, je ne savais pas quoi dire, j'étais gênée, vexée, j'étais dans une position face à mon amie, je me disais mais vraiment... enfin voilà, je ne comprenais même pas pourquoi ma propre mère ne voulait pas croire ce que je disais. Alors que c'est mon métier et que j'ai bien plus de connaissances sur le sujet qu'elle, c'est sûr. Et c'est mon ami chiroptérologue qui lui a dit « Mais non, les chauves-souris ne s'accrochent pas dans les cheveux. » Et là, le pire, c'est que ma mère, a priori, a commencé à croire mon amie. J'étais vraiment, vraiment très vexée ce jour-là. Et je ne lui en ai plus jamais parlé d'ailleurs, parce que je sais évidemment que les chauves-souris ne s'accrochent pas dans les cheveux. J'en ai vu passer au-dessus de moi lors des comptages en sortie de gîte des milliers. Il n'y en a aucune qui s'est accrochée dans mes cheveux, qu'ils soient courts ou longs. Et donc voilà, c'est une légende qui est bien ancrée dans certains esprits. Mais voilà, pourvu qu'elle ne dure pas éternellement, cette légende. Et oui, en France, les chauves-souris sont toutes insectivores. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque famille de chauves-souris se nourrit d'insectes différents. Donc certaines chauves-souris vont se nourrir de papillons de nuit, d'autres vont se nourrir d'insectes coprophages, certains vont se nourrir des insectes xylophages qui se nourrissent du bois. Et donc elles vont réguler les populations d'insectes. Et il a d'ailleurs été prouvé que les chauves-souris en forêt réduisent la population d'insectes ravageurs, défoliateurs. C'est-à-dire que grâce aux chauves-souris, les forêts maintiennent leurs feuilles. Sans les chauves-souris, il y aurait trop d'insectes qui détruiraient les feuilles et donc les forêts seraient endommagées. Il a été prouvé que l'impact des chauves-souris là-dessus est beaucoup plus important que celui des oiseaux. Et donc globalement, les chauves-souris sont très utiles pour les écosystèmes et en plus, elles sont favorables à nos activités humaines. Il y a d'autres études qui ont été menées, par exemple en Espagne, dans les rizières, où il a été prouvé que plus il y avait de chauves-souris, moins il y avait de ravageurs du riz. La pyrale du riz fait partie des proies des chauves-souris. Et donc, les scientifiques ont posé plein de nichoirs dans les champs et ils ont constaté qu'il y avait plus de chauves-souris et qu'il y avait beaucoup moins de pyrale du riz. Et donc voilà, les chauves-souris ont une mauvaise réputation. Mais quand on les connaît, on comprend qu'en fait, ce sont les hirondelles de la nuit.
Moi, je les vois comme ça, parce qu'elles mangent des insectes, elles régulent les populations d'insectes, et simplement, elles vivent de nuit. En général, plus il y a de chauves-souris et plus l'environnement est sain. Ça, c'est certain. Ça veut dire que quand il y a des chauves-souris, ça veut dire qu'il y a des insectes, ça veut dire qu'il y a de la végétation, ça veut dire que c'est un écosystème vivant et équilibré, diversifié. Donc oui, c'est de toute façon très bon signe si vous voyez des chauves-souris. On me prend pas trop pour une dingue. Non, c'est plutôt de la curiosité que je vois chez les gens. Franchement, la plupart des gens sont assez intéressés par la nature et ça, c'est super rassurant, je trouve. Après, je dois reconnaître que quand je cherchais des chauves-souris, enfin des colonies de chauves-souris dans les masses de Camargue, je me souviens que la première fois, j'étais arrivée en disant « Voilà, bonjour, je travaille au groupe Chiroptère de Provence, c'est une association de protection des chauves-souris. » En fait, c'était beaucoup trop long. Et les gens me regardaient en me disant « Mais qu'est-ce qu'elle me veut, quoi ? Pourquoi elle vient chez moi ?» Donc, ils me prenaient en fait pour une témoin de Jéhovah. Enfin, ils se demandaient vraiment ce que je venais faire chez eux. Et du coup, ils étaient très méfiants. Et donc, j'ai trouvé un truc. J'arrivais chez eux, ils ouvraient la porte et je disais « Bonjour, je cherche des chauves-souris !» Et là, c'était direct. Et là, forcément, ça attirait leur intérêt, ça les intriguait. Et ça marchait beaucoup mieux que de me présenter tout doucement. Les chauves-souris, c'est un sujet qui intéresse les gens. Je suis convaincue au fond de moi que la plupart des gens prennent soin de la nature. Au fond d'eux, ils ont envie. Parfois, c'est la peur qui fait qu'ils ne vont pas y aller. C'est la peur qui fait qu'ils ne vont pas garder des chauves-souris dans leur grenier, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir des risques de maladie, parce que peut-être il pourrait y avoir des destructions par les chauves-souris comme par les souris. En fait, non. Mais c'est par peur que les gens détruisent, que les gens réagissent mal. Je pense qu'il y a forcément certaines espèces de chauves-souris qui vont disparaître. Il y en a qui sont vraiment mal en point. Je pense à une espèce de minioptère du sud-est de l'Australie qui décline depuis 50 ans. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment une prise de conscience globale. Mais ça prend du temps. Et la destruction est tellement rapide que j'espère qu'on va pouvoir rattraper ça assez vite pour ne pas détruire trop d'espèces et pour ne pas trop déséquilibrer les écosystèmes. Mais oui, moi je crois que au fond de moi, je suis convaincue qu'il y a une prise de conscience globale pour protéger la biodiversité, pour prendre soin de ce qui nous entoure. Et moi j'ai vraiment confiance. Je pense que oui, on peut prendre soin de la planète avant qu'elle ne soit complètement détruite. J'aime tellement les chauves-souris que j'ai décidé d'en faire une thèse, de travailler dans la recherche sur les chauves-souris pour mieux les connaître et encore mieux les protéger. Une thèse sur la génétique et l'acoustique de 2 espèces en déclin, 2 espèces de minioptères qui vivent dans le sud-est de l'Australie. Et j'avais très envie de contribuer à la protection de ces espèces-là, grâce à toutes les connaissances que j'ai acquises en Europe. Ophélie a eu la chance de trouver sa voie, en écoutant sa petite voix intérieure qui lui chuchotait à l'oreille de toujours suivre ses envies de nature, de grands espaces et de petites bestioles. Les fascinantes chauves-souris lui ont ouvert le monde de la nuit, fait de beauté que l'on n'imagine même pas. Elle a découvert des chiroptères fragiles et menacés par l'ignorance humaine. Il serait temps d'en finir avec les légendes absurdes ou les croyances ineptes et les actes destructeurs. Les chauves-souris ont toute leur place dans la diversité du vivant. Merci sincèrement à Ophélie Plancard et sa fille Rose. Et merci à Benjamin Dria de la Ligue de protection des oiseaux qui nous a guidés sur le terrain. Cet épisode est réalisé par Laurent Sistac avec la voix de Christelle Bidot-Breuer et les musiques de Stéphane Damiano. Une production La Belle Échappée.